Bonjour explorateur ou voyageur. Ou du moins c'est un plaisir nuancé que de te recevoir entre ces murs. John, nul besoin de te rappeler dans quel endroit tu te trouves, car tu connais déjà la magie depuis peut-être bien plus longtemps que moi. Et de toute façon, je suppose que tu connais déjà le lieu de ta prochaine destination. Cependant, si tu es ici, c'est que tu n'as pas eu d'autre choix. Car on ne vient pas en ce lieu comme dans un couloir, mais j'imagine que tu l'avais prévu. Quoi qu'il en soit, pour que nous puissions en terminer tous deux, prononce ton nom, afin que je puisse te guider là où tu dois te rendre. John Constantine. Bien, je vois que tu maîtrises les codes. Comme tu as validé le rituel, laisse-moi éclaircir ce qui te fait défaut. Mais avant cela, laisse-moi te dire qu'en étant mortel, tu as été une de mes inspirations, je dois dire. Mais au final, pour quel dénouement? Ces univers de l'imagination de l'homme sont exponentiels, savent-ils, ignorants comme ils le sont, qu'elles finissent par exister dans d'autres espaces. Dans leur esprit, tu es un personnage fictif, mais nous savons que tout se retrouve lié. Retournons vite tous les deux dans ton enfer personnel car j'ai des entités bien plus menaçantes et puissantes que l'univers d'où tu es piégé. Par contre, je te préviens, avec moi, il n'y aura pas d'entourloupe. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas dans un environnement que l'on peut dire de stable. Pour combler ce manque, je pense comme tous les petits garçons, j'ai trouvé une échappatoire dans le fantastique et le merveilleux. Toutefois, à l'instar des contes que l'on pouvait trouver chez le monde de Disney ou autre, j'étais plus fasciné par les mythes et les légendes. Je me rappelle d'ailleurs que mon initiation dans ces univers a été faite avec la série d'Hercule, mais plus exactement avec les aventures de Simbad. J'étais vraiment fasciné par ces créatures peuplant ce monde représentées par des effets spéciaux qui, à l'époque, me faisaient beaucoup d'effet avec l'ignorance et la candeur de mon jeune âge. D'une manière fantasque, si les jeunes étaient occupés à remplir leur PC et leur Pokédex de Pokémon, je rêvais plus, tel un cryptozoologue, de répertorier toutes ces créatures mythologiques, comme un explorateur remplissant son carnet à croquis de créatures avec les informations les correspondant. Cyclope, dragon ou djinn, mon appétit fut tellement grande qu'elle dériva ou se compléta par la suite de leurs sources historiques, mais aussi des histoires qui les accompagnaient. Vivant dans un pays culturel où les histoires étaient très riches en détails, je fus évidemment épris pour les références chrétiennes que l'on pouvait trouver dans les adaptations ou phénomènes culturels de l'ère de la vague américaine, faits de plein de séries et de films faisant référence à la Bible. Dans ces œuvres, on pouvait toujours entendre des notions ou des noms comme Purgatoire, Lucifer, Canaan, Légion, etc. Donc, par cette multitude d'inspirations judéo-chrétiennes,
Cela titilla de plus en plus ma curiosité, ce qui me conduit à lire moi-même les livres sacrés, dont la copieuse mais toutefois généreuse Bible. Si je fus rassasié du balayement de chaque interrogation et référence de cette dernière, à chaque évocation dans les œuvres proposées, le côté sombre m'était à ce jour encore inconnu. C'est pour cette raison que, tel Lovecraft, je me mis à me documenter sur les textes noirs faits d'âmes tortueuses ou emplis de vengeance pour assoiffer ma curiosité dans l'occulte ou le paranormal. À l'image d'un enquêteur, étant un peu plus âgé, je me mis dans la peau d'un investigateur ou d'un détective de roman noir, retraçant le champ des possibles, quitte à inclure des éléments paranormaux pour résoudre des affaires cachées ou enfouies de l'humanité, tant leur dangerosité était hostile à l'homme. Un peu comme dans les esprits d'une vision plus moderne de la Fondation SCP. Plongé dans le noir, ma pièce se remplit de fumée avec plein de pages et de documents obscurs. Seul l'écran de mon ordinateur laissait entrevoir mon visage drogué aux compréhensions maudites que pouvaient m'apporter les obscurantistes personnages, qui étaient les créatures de ces entités et de ces histoires surnaturelles. À première vue, vous pouvez rationnellement penser que cela peut ressembler à de la folie. Néanmoins, combien de personnes se sont vues happées par les émissions d'enquête, de confession, de profiler ou de crime juste pour le frisson de se savoir en sécurité, tout en se comblant d'un voyeurisme maîtrisé pour le morbide et l'horrible. Si l'humanité aime les anges, pour moi, il est indéniable qu'elle est fascinée par les démons. Car si vous prenez de jeunes enfants, sans nul doute que vous les captiverez davantage avec des histoires où se mêlent le drame, combats et moments épiques, plutôt qu'avec des contes harmonieux et sereins. Mais, d'une manière plus mature, le seul exemple de Game of Thrones bannira toute argumentation s'opposant à mon hypothèse. Quoi qu'il en soit, cette ambiance ou cette fascination pour l'obscur, laissant un protagoniste brisé petit à petit, la combattant de manière plus humaine, avec perte et fracas, tout en faisant preuve de résilience, faisait écho en moi plus jeune. En allant de souffrance en souffrance, je trouvais alors cette dite réalité plus réaliste dans la fantaisie proposée à ma génération, car je ne me reconnaissais pas en ces héros braves et sans peur, mais plus dans ces anti-héros qui faisaient juste ce qu'ils pouvaient. Ces anti-héros, je pouvais dès lors les trouver par exemple dans le genre de roman noir, côtoyant l'occulte dans les personnages de Rorschach, Hellboy, Constantine, Spawn, ou pourquoi pas le Ghost Rider. De la fiction à la réalité, si en tant qu'ancien explorateur mon savoir est quasi omniscient, en tant que mortel, je me rappelle avoir eu de bonnes notions, notamment avec le livre de Salomon ou le pseudo-monarchia Daemonum. Toutefois, plus mon savoir s'accumulait, et plus les possibilités s'étendaient inéluctablement jusqu'à devenir insidieusement séduisantes. Si vous ne comprenez pas où je veux en venir, voyez-vous comme un affamé devant un banquet, mais ajoutez les circonstances d'un diabète et d'un taux de cholestérol critique, avec en guise d'aliment de la nourriture rapide suintante de graisse. Si vous aviez envie de rassasier votre appétit, cela se ferait sans nul doute par la suite d'un arrêt cardiaque ou d'un triple pontage. Dans une autre mesure, mon savoir était grand, mais telle la pomme qu'Ève partageait avec Adam, si cette action devait se faire, elle entraînerait très probablement un grand châtiment. Si je vous épargnerais mon ascension en tant qu'entité surnaturelle et l'événement qui bascula ma vie de mortel, je vous partage ici ma première expérience avec une branche des plans d'existence constituant l'après-monde de John Constantine, l'enfer du monde de DC, ou plus exactement, celui de la branche noire de cet univers, celui du vertigo. Je vous invite comme John à mettre les pieds dans l'eau et à vous munir d'un félin, car notre voyage au sein de l'esprit de John
se fera sans nul doute en enfer. Prenez une grande bouffée d'air, car le soufre inondera vos poumons. Constantine est dans l'univers DC Comics, et plus précisément, dans la collection adulte de Vertigo. Spécialisée initialement dans l'édition de comics aux thématiques fantastiques et d'horreur à travers la série Hellblazer. Bien qu'il soit un humaniste compatissant qui lutte pour surmonter l'influence du ciel et de l'enfer sur l'humanité, et malgré ses incursions occasionnelles dans l'héroïsme, Constantine est un cynique britannique grossier et désabusé, qui poursuit une vie de sorcellerie et de danger. Sa motivation a été attribuée à une dépendance à l'adrénaline que seul l'étrange et le mystérieux pouvaient assouvir. Il se révélait être quelqu'un avec un cercle large et international de contacts et d'alliés, et était apte à première vue à se faire des amis. Néanmoins, dans le même temps, ses amis proches souffraient inévitablement ou étaient carrément tués simplement en étant dans sa vie. Cela l'ayant profondément marqué, comme par exemple dans le numéro 69, lorsque le roi des vampires avait tué l'homme qui dormait à côté de lui et lui avait demandé avec désinvolture s'il était son ami. Bien que Constantine ait porté de nombreux vêtements au fil des ans, il était à l'origine représenté comme portant souvent un costume bleu à rayures, un trench coat beige et parfois des gants. Au fur et à mesure que ses mésaventures progressaient, sa tenue vestimentaire de marque devint un trench coat, une chemise blanche et une cravate noire plus sale. Constantine semblait fumer des cigarettes side cut et à la fréquence de 30 par jour. D'ailleurs, de la même manière que moi-même, Constantine casse aussi de temps en temps le quatrième mur et parle directement à votre plan d'existence en racontant l'histoire lui-même. Si dans le film, qui s'inspire plus de l'univers plutôt qu'en être une véritable adaptation, Constantine est condamné à l'enfer pour s'être brièvement suicidé. Ici, Constantine l'était plus par sa bisexualité et ses manigances envers le chef des enfers, ce qui avait été établi pour la première fois dans une bande dessinée de 1992 qui faisait référence avec désinvolture à ses ex masculins et féminins. Les premières histoires le montraient exclusivement en train de sortir avec des femmes, bien que Ash and Dust in the City of the Angel de Brian Azzarello le montrait également comme ayant des relations avec des hommes. Ces relations amoureuses dans le New 52, ou autrement dit la renaissance de DC étant la recréation de l'univers après les événements racontés dans Flashpoint, récit où le héros Flash redéfinit la réalité, inclut donc à Constantine de nombreux partenaires, surtout Zatanna, ainsi que le sorcier Nick Necro, et tous furent marqués par la méfiance et les déceptions mutuelles. La relance de Constantine The Hellblazer numéro 1 avait réaffirmé la bisexualité de Constantine avec les personnages masculins et féminins du numéro. Numéro ultérieur de Constantine, le Hellblazer avait représenté John, tombant amoureux d'un barman nommé Oliver, avec qui il était sorti. Dans le film 2020 Justice League Guerre Apocalypse, Constantine révéla que King Shark était son ex, mais prenons ceci plus comme une blague que comme fait sérieux. Contrairement à la plupart des magiciens de bande dessinée, Constantine utilisait rarement des sorts magiques, sauf s'il était obligé, surtout au combat. Constantine fait face à la plupart de ses défis en s'appuyant principalement sur sa ruse et sa rapidité d'esprit pendant les combats, sa vaste connaissance de l'occultisme, la manipulation des adversaires et des alliés, et une longue liste de contacts. Ses compétences étaient souvent plus utiles que ses compétences magiques. Il était connu pour avoir trompé bon nombre des êtres les plus puissants de l'univers d'ici, comme le premier des déchus et la présence, ainsi que pour avoir manipulé Batman et Superman. Il était considéré par beaucoup comme le plus grand escroc du monde. Constantine
était l'une des rares personnes à connaître toutes les routes vers le paradis, l'enfer et l'au-delà, qu'il utilisait pour s'échapper et se téléporter sans risquer d'être poursuivi par des ennemis. Dans le roman graphique Pandemonium, il s'était même permis une fois d'être tué, mais se ressuscita plus tard en quittant l'au-delà. En tant que sorcier, Constantine était armé de la connaissance de nombreux sorts magiques, rituels et malédictions, tels que l'évocation, la nécromancie, les illusions, l'invisibilité, et peut même utiliser la magie pour voyager dans le temps. Il disposait d'un large éventail de protections magiques telles que des sigils et des cercles magiques qui peuvent le protéger des attaques physiques et surnaturelles. La capacité la plus caractéristique de John était la synchronicité, le voyage des vagues, qui était une capacité surnaturelle instinctive pour Constantine de modeler sa propre chance. Cela conduisant John à une chance incroyable au jeu de hasard, à la capacité d'éviter et d'échapper aux dommages, à rencontrer le bon type d'allié pour aider à empêcher ou à empêcher un événement apocalyptique de se produire et à remodeler la bataille qui menait de son propre chef. Constantine était très résistant à de nombreuses attaques psychiques, telles que la télépathie, les possessions et le contrôle de l'esprit. Il pouvait même utiliser la magie pour bloquer l'omniprésence, comme il avait déjà utilisé des sceaux pour se cacher du premier des déchus. Par le New 52, d'autres pouvoirs magiques tels que la téléportation, contrer les sorts, la magie élémentaire, la télékinésie et l'immobilisation avaient été ajoutés, et il pouvait utiliser la magie pour refléter les dommages qu'il avait subis sur ses ennemis. Outre la sorcellerie, Constantine faisait preuve d'une maîtrise considérable dans les compétences magiques de scène, hypnose, tour de passe-passe, vol à la tire et évasion. John emportait avec lui un arsenal de puissants artefacts magiques pour l'aider au combat, tels que la maison magique, qui lui servait également de moyen de transport vers différents royaumes de l'univers, et son trench coat de marque, qui possédait de puissants pouvoirs démoniaques. Depuis qu'il avait trompé les seigneurs de l'enfer pour qu'ils guérissent son cancer du poumon, il était perpétuellement en bonne santé physique, le sang de Constantine étant contaminé de manière démoniaque, initialement par une transfusion sanguine du démon Nergal, et plus tard par des relations sexuelles avec une succube. Il a été démontré que son sang avait des propriétés curatives et qu'il avait un effet anti-âge. Il avait également agi comme un mécanisme de défense lorsqu'il était attaqué par le roi des vampires, car il était hautement corrosif et toxique. L'habilité de Constantine au combat à main nue varie selon l'écrivain. Certains le décrivent comme un combattant physique médiocre, d'autres comme un combattant au corps à corps capable. Au fil du temps, il avait remporté des combats occasionnels en utilisant des armes magiques ou en pensant rapidement. Constantine, vendant son âme à deux seigneurs de l'enfer, Belzébuth et Azazel, qui avaient tous deux accepté l'accord, cela étant une astuce pour s'assurer que ni eux ni Satan lui-même, qui avait également un droit, ne pouvait prendre possession de son âme sans détruire l'enfer et ses habitants. Ainsi, jusqu'à ce que Satan soit déchu et qu'Azazel soit scellé par le rêve de l'infini, il était protégé par les trois comme des anges gardiens. Ce dernier avait même pu utiliser un type de magie qui lui permettait de pirater et de manipuler même la technologie la plus avancée connue, apocopticienne, l'utilisant pour libérer Cyborg du contrôle de Darkseid, libérant ainsi les furies de son contrôle. Constantine était de plus inhabituel parmi les personnages de bande dessinée, en ce sens qu'il vieillissait en temps réel depuis sa création. Au cours de la première année de sa série, Constantine avait célébré son 35e anniversaire. Dans le numéro pertinent, Constantine lisait un journal lorsqu'il remarqua que la date sur la couverture était son anniversaire, faisant de sa date de naissance le 10 mai 1953. 5 ans plus tard, le 10 mai 1993, il avait donc 40 ans. Dans Hellblazer, il avait été mentionné à plusieurs reprises que le processus de vieillissement de Constantine lui-même pourrait être différent en raison du sang de démon
qu'il avait obtenu de Nergal, un de ses pires ennemis. Néanmoins, dans l'univers Vertigo, Constantine à la soixantaine, et ce que vous avez dans l'univers d'ici, est plus un personnage nettement plus jeune. Dans les premières apparitions de Constantine dans Swamp Thing, son passé était un mystère. Sa vie d'enfant et de jeune adulte n'a pas été développée avant les histoires Hellblazer de Jamie Delano. John Constantine était né à Liverpool à Lancashire qui aujourd'hui est Merseyside, le 10 mai 1953. Sa mère, Marianne, décéda à cause de son père appelé Thomas, en donnant naissance à John et à son frère jumeau qui fut malheureusement mort-né à cause du cordon ombilical de John qui l'avait étranglé. Le père Thomas, incapable d'accepter la responsabilité de la mort de sa femme, blâma John, ce qui fit grandir une profonde aversion l'un pour l'autre. Dans leur enfance, John et sa sœur aînée Cheryl avaient vécu brièvement avec leur tante et leur oncle pour échapper à l'alcoolisme de leur père et à l'emprisonnement qui l'avait suivi suite à un vol de sous-vêtements d'une voisine, mais retourna à Liverpool à la libération de ce dernier. La lignée et l'ascendance de John étaient connues sous le nom de Woofing Magicians, des mages légendaires qui avaient le pouvoir sur la synchronicité et étaient tristement célèbres pour bluffer et tromper les dieux. Cette ascendance conduit plus tard John Constantine à participer à sa lignée et à donc pratiquer la magie. L'un des premiers actes de magie étant enfant a été de cacher toute l'innocence et la vulnérabilité de son enfance dans une boîte pour s'en débarrasser. Plus tard, dans les années 1960, un jeune adolescent s'était enfui de chez lui, laissant une malédiction bâclée à son père le rendant flétri et fragile. John, finalement élu domicile à Londres en 1969, partageant une chambre avec Francis Chase Chandler, un jeune homme qui devint alors depuis l'ami le plus proche et le plus ancien de John. Au cours des années 1970, John s'était impliqué dans des cercles occultes à Londres. Il avait voyagé dans d'autres pays et avait visité San Francisco, où il avait rencontré et avait ensuite commencé une relation avec la magicienne Zatanna Zatara dans The New 52. Mais les deux s'étaient déjà rencontrés à New York, hormis cet événement. Dans le même temps, il était également devenu amoureux du punk rock après avoir vu les Sex Pistols au Roxy Club de Londres de 1977. John s'étant coupé les cheveux, se faisant appeler John Conjob et formant son propre groupe, les Membranes Muqueuses, dont les membres comprenaient Chandler, un batteur nommé Bino et Gary Lester. Ils sortirent même un album intitulé Venus of the Art Cell. John s'était également produit en tant que célèbre magicien de scène dans les années 1980, où il était devenu célèbre pour avoir prédit la tentative d'assassinat du président américain, Ronald Reagan. Toutefois, la première aventure de John dans l'héroïsme occulte a été un désastre. En tournant avec les membranes musqueuses au Casanova Club de Newcastle, il avait découvert les conséquences d'une orgie magique qui a terriblement mal tourné. Une enfant maltraitée et violée, nommée Astrologue, après l'avoir hypnotisée, ils découvrirent que la jeune fille avait été forcée de participer à des orgies et avait inconsciemment invoqué un démon, Northulfing, pour la protéger. Le démon, ayant violé Ben, mais s'était enfui après que Frank ait déchargé un baril de chevrotine dans son visage. Réalisant qu'il était en difficulté, John et Judith invoquèrent un démon pour détruire la créature. Cependant, ils n'avaient pas réussi à le nommer et à le lier correctement, le laissant se détacher. Le démon Nergal prit la forme de Constantine et séduisit Anne-Marie avant de la cicatriser à l'acide. Il avait ensuite pris la forme d'Asra et décapita Northulfing. Constantine, ayant essayé de le bannir, entraîna tragiquement la vraie Asra en enfer, ne laissant derrière lui que son bras arraché. L'équipage s'était échappé du bâtiment peu de temps avant que Frank North ne l'incendie. Nergal devint par la suite un antagoniste régulier tout au long de la série. John fit par la suite une sérieuse dépression nerveuse après cet incident
et fut interné à l'hôpital psychiatrique à Raven Square, où il entrait et sortait au fil des années. La culpabilité d'Asra pesant sur lui pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'au milieu de la quarantaine, il utilise la magie et son talent pour l'escroquerie pour libérer non seulement cette dernière, mais aussi les âmes de tous les autres enfants piégés en enfer. Quant au reste de Newcastle Crew, l'incident avait laissé le groupe à la fois physiquement et psychologiquement marqué. Après avoir aidé Dream à récupérer ses sables, Dream soulagea à son tour Constantine des cauchemars qui le tourmentaient. Depuis l'incident, John fut plus tard libéré de Raven Square par des gangsters londoniens menaçant de torturer et de tuer sa sœur et sa famille, à moins qu'il n'aide à ressusciter le fils mort d'un chef de la mafia. Sachant que la résurrection était impossible, même par des moyens magiques, John invoqua à la place un démon pour prendre la place du garçon, et de cet acte désespéré entraînera des conséquences sanglantes plusieurs années plus tard. Des années plus tard donc, John put réunir à nouveau les membres survivants de Newcastle Crew pour l'aider dans son enquête sur le culte de Brujeria, comme on le voit dans Swamp Thing, dans le numéro 37 à 49. Le culte avait déjà assassiné la plupart d'entre eux, y compris l'amante de John, Emma. Ces personnes, et d'autres qui étaient morts à cause de la négligence de John, avaient continué à lui apparaître comme des fantômes silencieux et réprobateurs. Chase, étant le plus important des très rares amis humains à avoir survécu à une association, à long terme avec John. John rencontra Swamp Thing pour la première fois en 1985, après s'être intéressé à la créature. John agit plus tard en tant que protecteur, guide et voix de présage de Swamp Thing, apprenant même à la chose à amplifier ses pouvoirs. Les deux auraient d'autres aventures l'un avec l'autre, comme repousser l'armée de la damnation invoquée par l'Antéchrist. Les deux entretenant une amitié terne, mais néanmoins fructueuse. Constantine invita même Swamp Thing à son 40e anniversaire et assura à ce dernier qu'il essaierait de ne plus le déranger. En 1991, alors qu'il était à la fin de la trentaine, John contracta un cancer du poumon en phase terminale. Pendant ce temps, il chercha l'aide d'un ami mourant, Brendan, qui avait vendu son âme au premier des déchus, le seigneur le plus puissant de l'enfer. Lorsque le premier fut venu recueillir l'âme, John l'avait amené à boire de l'eau bénite, ce qui l'avait rendu impuissant et l'avait empêché de recueillir l'âme de l'ami à l'heure convenue. Pour cela, le premier promit de faire subir à John un tourment sans précédent en enfer à sa mort. Mourant lentement d'un cancer, John avait élaboré un plan pour se sauver des tourments éternels. Il avait secrètement vendu son âme aux deux autres seigneurs de l'enfer. Lorsque ces derniers le découvrirent, ils réalisèrent qu'ils ne pouvaient pas lui permettre de mourir, au risque d'aller à une guerre totale pour son âme. Une guerre, d'ailleurs, dont le seul vainqueur serait le Seigneur des armées, c'est-à-dire Dieu et ses anges. Étant aussi beaucoup trop têtu et fier pour entrer dans quoi que ce soit qui ressemble à une alliance, il fut forcé de guérir John de son cancer, conduisant le premier à planifier une grande vengeance sur Constantine, qui avait manipulé le démon via son allié Ellie, une succube, pour qu'il tombe dans un piège. Toutefois, si le plan avait à peine réussi, le premier avait été temporairement certes vaincu, mais au prix de nombreux amis de John qui furent tués. Constantine eut ensuite une série d'aventures et de mésaventures, en jouant le rôle de marionnette et de marionnettiste avec son style caractéristique et son sarcasme profane. Il avait réussi à libérer Asra et tous les autres enfants en enfer, mais au prix du retour du premier au pouvoir. De plus, dans le cadre du plan, les pires attributs de John avaient reçu une existence distincte en tant que démon Constantine, ce qui signifiait qu'il ne pouvait plus aller en enfer. Dans le cadre d'une tentative de retrouver son avantage le plus méchant, il avait utilisé Ellie, ce qui l'avait amené à lancer un stratagème de vengeance en 1998, qui l'avait forcé à se tourner vers le premier pour obtenir de l'aide. Ellie s'étant retrouvée en enfer et plusieurs des plus anciens amis de John l'avaient quitté. John, fatigué de tout cela, contacta Dieu qui apparut et les deux conversèrent devant un feu de camp. John lui dit alors la raison pour laquelle il l'avait contacté et averti Dieu que si son âme était un jour envoyée en enfer,
il prendrait facilement le relais et ferait des choses désagréables telles que libérer les démons et enfermer l'enfer afin que les damnés ne puissent plus entrer et n'aient pas lieu de repos. John fit chanter Dieu pour qu'il fasse ce qu'il voulait et pour garder son âme loin de l'enfer. Dieu, connaissant les capacités de John, accepta, mais l'avertit de ce qui allait suivre. Par la suite, lors d'une mésaventure, Constantine fut forcé à partir en voyage en enfer dans l'espoir de rendre l'âme de sa sœur tuée par son mari. Il était accompagné de Nergal, le démon qu'il croyait avoir tué en l'envoyant aux confins du ciel. En enfer, John et Nergal rencontrèrent le démon Constantine qui avait tenté de tuer l'original. John laissa alors à contre-cœur Nergal entrer dans son corps pour l'achever. Plus tard, il rencontra Ellie, qui semblait avoir tout à fait pardonné à John de l'avoir vendu au premier. Elle n'avait été soumise à aucune torture ni punition non plus. Le duo fut finalement arrivé à la salle de Rosa Carnis, où il y avait une fête avec les 3 enfants de Constantine, fait ultérieurement avec elle. Dans cette fête étaient inclus le premier et de nombreux démons de tout l'enfer. En raison de la possession antérieure de son corps par Nergal, tout dommage causé à John se reflétait sur Nergal. Cependant, Nergal le bluffant, montra que les faits allaient dans les 2 sens, en griffant légèrement sa poitrine. John supplia Rosa Carnis de le tuer pour sauver sa sœur, mais juste au moment où elle était sur le point de le faire, le premier des déchus intervint et tua immédiatement Rosa Carnis, puisque l'âme de Constantine était comprise comme la sienne, par droit d'insulte, et ne sera pas donc prise que lorsqu'il le jugera bon. Le premier tua également les 2 fils de Rosa Carnis, mais épargna la fille, qui avait été confrontée à des problèmes d'identité et avait des doutes quant à savoir si elle voulait continuer à exister. Suite à cela, le premier ordonna à Nergal de libérer l'âme qu'il détenait. L'âme de Cheryl étant pure et innocente, n'appartenait donc pas à l'enfer, mais le premier lui proposa alors une affaire vraiment diabolique. Il informa que son mari, le beau-frère de Constantine, Tony, s'était suicidé avec son sang qui tacha encore ses mains, le faisant ainsi 2 fois damné, et proposa de réparer équitablement la punition de son mari entre 2 si elle restait. Constantine tenta en vain de faire valoir que Tony l'avait assassiné et ne méritait pas cette pitié. Malgré tout ce qui s'était passé, Cheryl, aimant toujours suffisamment son mari pour accepter le contrat du premier, décida de rester. Constantine, ne pouvant rien faire, le premier se réjouit de sa victoire et le renvoya ensuite chez lui. John revisita plus tard Ravenscourt Asylum, endroit où il a été jeté après avoir été accusé du meurtre d'Astra. John se souvient de tous les mauvais traitements qu'il avait subis, de toutes les souffrances et culpabilités qu'il avait également subies au cours des dernières années. Au début, il semblait que c'était trop pour lui et qu'il serait dépassé par les images de tous ceux qu'il avait blessés, mais le personnifia en la forme d'un bébé. Ce bébé, qui était la somme de toute sa culpabilité et de sa haine de soi, fut alors rapidement jeté d'une falaise près de l'asile et dans la mer. Après avoir tué la créature, Constantine était maintenant libre et devint encore un peu plus arrogant et reprit son style antérieur du début de son livre et ses apparitions dans Swamp Thing. Un costume bleu à double boutonnage, sous son trench coat et lissé, dos, cheveux gélifiés. Plus tard, un chaman soudanais qui avait d'abord lié le démon de la faim à Mnemot avait eu des rêves de Constantine et d'un mage de guerre nommé Mako, qui vint le tuer et dévorer son être. Constantine fut une cible spécifique de mages de guerre car il était le magicien riant, et également connu sous le nom de le Constant. Mako, voulant le dévorer, pour qu'il puisse absorber ce pouvoir et faire de lui un élément incontournable de l'univers. Pour contrer cette attaque à venir, le mage africain mit un de ses rêves dans une racine d'arbre avec la vraie nature de Constantine dans ses rêves. Après avoir fait cela, un jeune homme fut envoyé comme messager pour trouver John et livrer le message. Constantine,
remarqua plus tard que quelque chose n'allait pas sur les lignes de synchronicité, et apparemment, il alla tête la première contre le trafic, se souvenant que Mako avait mentionné Ravensquare lorsqu'il avait découvert Constantine. Il essaya de convoquer son frère à naître, mais à la place, fut convoqué auprès de son frère. L'âme du frère de Constantine dit à John qu'il ne devait pas naître, et que c'était lui qu'il devait l'être à sa place, car il était le magicien qui rit, demandant que John et lui fusionnent leur âme afin qu'ils ne fassent qu'un et puissent réparer le monde. Il avait déjà tenté cela, mais John était apparemment trop volontaire. John fit alors le lien avec l'âme de son frère à naître, lui faisant alors obtenir un cancer et la malédiction de voir ses relations échouer, et qu'à chaque fois qu'il essaierait de prendre le contrôle de sa vie, quelque chose de mauvais arriverait à rendre John plus faible, afin que leur âme puisse fusionner. Après avoir réalisé cela, John coupa de son frère de sa propre âme, afin qu'il puisse contrôler sa vie et vivre à sa manière. Dans les années 2010, John s'empêta dans de nouvelles aventures. Il se rendit en Inde et combattit le fantôme d'un soldat britannique de la rébellion Sepoy, combattant un métamorphe babylonien nommé Julian, se faisant couper le pouce pour contacter Shade, The Changing Man, épousant une jeune fille nommée Epiphany Grieve, qui était aussi la fille d'un gangster infâme à la recherche de son trench coat perdu que sa nièce avait vendu. Il trouva le fils perdu depuis longtemps de sa sœur nommée Finn et obtena finalement l'âme de sa sœur de l'enfer. En 2013, John avait été contacté par les trois parcs, qui lui disaient qu'il allait enfin mourir dans 5 jours. Ayant vécu une vie agréable et aventureuse, John accepta avec joie son destin, plutôt que d'essayer de le combattre comme il le faisait toujours. Lorsque le 5e jour fut arrivé, John Constantine avait été assassiné dans sa propre maison, tué par un gangster. Ses funérailles avaient été suivies par de nombreux amis et sa famille, mais il s'avérait plus tard qu'il avait encore une fois simulé sa mort. Constantine décida qu'il devait faire profil bas, car il ne voulait plus baisser les gens autour de lui. Il fit ses adieux à Finn et Epiphany, et rendit enfin visite à Gemma. Pendant ce temps, Gemma, apprenant le retour de son oncle des parcs, tenta de se suicider avec un revolver empoisonné, mais Constantine faufila la dernière fléchette restante de sa nièce. Gemma dit alors que sa vie serait meilleure sans lui, parce qu'il en prenait trop et qu'elle le détestait ou l'aimait trop. John suggéra de la laisser tranquille, mais Gemma craignait qu'il ne revienne et mette sa vie dans la misère. John dit à Gemma de prendre alors sa propre décision, et elle pointa à contre-cœur le revolver sur lui. Gemma ferma les yeux, avant de marmonner « Va au diable, John Constantine !» et appuya sur la gâchette. Mais quand elle rouvrit les yeux, Constantine avait disparu. La dernière scène montra Constantine dans le bar de Long Journey's End, tenant un verre d'alcool, avec un regard vide. Dans The New 52, Constantine apparaît comme l'un des personnages principaux de Justice League Dark. Son histoire fut légèrement modifiée, comme la rencontre de Satana à New York au lieu de San Francisco, et les origines de la façon dont il avait obtenu son trench coat de marque. Pendant l'intervalle où il parcourait le monde pour apprendre la magie, le New 52 avait ajouté l'histoire de sa rencontre avec Nick Necro, qui était supposé être le mentor de John et le propriétaire original du trench coat. Le scénario de Forever Evil Blight établirait que les trois personnages étaient tous impliqués dans un pacte magique, un triangle amoureux qui s'est effondré parce que Zatanna avait mis fin à sa relation avec Nick pour poursuivre John. Nick déclara « Nous étions tous amoureux, et vous m'avez exclu. » Le personnage joue également dans la série Constantine, qui remplaça malheureusement l'âge sombre d'Hellblazer. Il était toujours un roublard peu recommandable dans l'univers du New 52, car, pendant la guerre de la Trinité entre les trois Justice League, il essaya de tromper Shazam afin qu'il puisse lui voler sa magie. Il échoua,
ce qui rendit ce dernier encore plus méfiant envers les autres qu'il l'était déjà. Dans Constantine XIV, il avait été révélé que John Constantine en tant que garçon avait appris et jeté son premier sort magique au prix de la vie de ses parents et de l'incendie de sa maison. Il était sous-entendu que sa mère, contrairement à Hellblazer, avait survécu à l'accouchement. Il avait également été révélé qu'il avait passé son enfance dans les années 80 à Liverpool, en Angleterre, n'indiquant pas s'il avait des frères et sœurs, comme Cheryl Constantine dans Hellblazer. Cependant, celui qui avait enseigné à John son premier sort était Tanarak du culte de la flamme froide. Ses principaux ennemis furent Monsieur E, Sargon la sorcière et Tanarak, tous membres du culte de la flamme froide, avec ses alliés Papa Midnight, le mage psychique Spellblender et une sorcière appelée Julia Everhart. Constantine tenta de détruire le culte en conspirant une arnaque pour prendre Sargon et Tanarak par surprise. Cependant, avant la bataille prévue, Constantine fut jeté sur le champ de bataille de Dar es Salaam pendant la Première Guerre mondiale à cause d'un rituel qui tourna mal, faisant finalement échouer son plan. Une rencontre avec le docteur occulte là-bas entraîna le transport de Constantine sur la Terre 2, un monde mourant sous le siège de Darkseid et de son armée de paradémons. Dans Terre 2, il fut agressé par les paradémons, mais Wotan vient, le sauva avant de le piéger pour ouvrir une passerelle afin d'échapper à la Terre mourante. Constantine parvint à convaincre Wotan d'épargner sa vie puis travailler avec l'ancien sorcier pour ouvrir une porte à travers son corps vers la Terre 0. Lorsque Wotan franchit la porte, il fut divisé en deux moitiés, car il y avait deux John Constantine dans ce monde, le Constantine d'origine et le natif de la Terre 2, qui était entouré de ses amis et se maria même. Après la mort de Wotan, Constantine décida de trouver son homologue de la Terre 2. Il se rendit à Liverpool et fut témoin de toute l'horreur et du désespoir du monde mourant. Dès que John eut atteint la destination, il fut choqué de retrouver ses parents de la Terre 2, ses amis Carrie Lester, Chess Schlander et son ancien amour Maureen, toujours en vie. Il attaqua rapidement en l'agrippant au cou, mais ils furent engloutis dans des visions de leur vie en parallèle juste après, une vie dangereuse entachée de sorcellerie, d'aventure et de regrets de la Terre 0. John est ici beaucoup plus calme, beaucoup plus heureux que la Terre 2. Constantine gagna rapidement la confiance de la famille de la Terre 2, qui le considéra comme une merveille. Ensemble, ils s'échappèrent dans un entrepôt où John leur demanda de dessiner des sceaux pour lancer un sort complexe. Après que John parla de l'imprévisibilité et du prix de la magie, le Dr Fate apparut devant ses yeux, prétendant avoir prévu son arrivée et proposa de l'aider. Le Dr Fate rappela à John l'arrivée d'une horde de paradémons et lui dit de lancer rapidement le sort pour s'échapper du monde mourant. Espérant lui-même fuir avec John et la famille aussi, John découvrit que le sort nécessitait la mort d'un Constantine ou de lui-même, soit de celui de la Terre 2. Alors que les paradémons firent éruption et abattus chaque membre de la famille un par un, John fut déchiré de choisir entre sauver sa propre vie et laisser le bon et honnête John de la Terre 2 vivre en se sacrifiant. Au final, il choisit de sauver sa propre peau, alors qu'il embrassa l'autre John, lui tenant la main et enfonçant le couteau dans son cœur, tuant finalement l'autre John. Alors que les sorts commencèrent à fonctionner, John lança un sort supplémentaire pour tromper le Dr Fate, qui masqua sa présence à l'ancien sorcier, puis s'en alla, amenant les membres de la famille et de nombreuses autres personnes. En tuant le bon Constantine, il gagna la colère et la haine de la famille de la Terre 2. Appelé Diable, John corrigea la famille lorsqu'il atteignait le paradis tout en épluchant les couches du monde mourant. Le paradis lui-même, également sous l'assaut de la force de Darkseid, avait fermé ses portes et avait commencé à partir, jugeant ce monde au-delà du salut. Plus tard, John et son entourage furent attaqués par le Dr Fate, qui parvint à détecter où se trouvait Constantine. Bien qu'il ait réussi à contrer l'assaut, John perdit sa mère Marianne, qui fut entraînée par la chaîne du destin.
Cela traumatisa grandement Thomas Constantine, le père de John, qui tenta même de se suicider mais en fut dissuadé par John. Après un voyage long et difficile, Constantine rentra enfin chez lui, mais Darkseid, l'ayant senti, alla à sa poursuite. Alors que la main menaçante du dieu Apocalypse se tendit vers lui, Constantine exécuta son dernier tour. En sacrifiant certains âmes de son entourage, John parvint à obtenir suffisamment de puissance pour lancer le sort Anneau de Dolus, qui utilisa tous les souvenirs heureux, chaque pensée agréable, chaque morceau d'espoir en John, pour faire tourbillonner une toile magique faite de mensonges. Ce puissant sort aida John à projeter l'illusion d'un univers déjà mort pour tromper Darkseid, tandis que John parvint à se mettre en sécurité. Ainsi que la famille et civils de la Terre 2, il vola même à la tire certaines survivantes de l'emprise de Darkseid. Alors que Constantine atterrit sur la côte jurassique, en Angleterre, il fut confronté à Thomas qui pointa une arme sur sa tempe. Fatigué de tout, John hurla sur son père, le suppliant de le tuer pour de bon. Incapable de le faire, Thomas laissa tomber son arme mais Maureen la releva rapidement et se prépara à tirer sur John tout en remettant en question ses actions. John contempla et vit qu'il n'était pas un héros, mais qu'il était le seul prêt à sacrifier le bon John pour sauver sa famille ou à échanger une centaine de personnes contre la sécurité de 6 milliards. Il se téléporta par la suite comme par magie, laissant derrière lui la famille et les survivants. Plus tard, John retourna à New York et rendit visite à son vieil ami Lloyd, dans son bar, pour lui raconter ses dernières aventures. Dans la série New 52, Constantine se termina au numéro 23 et avait été relancé sous le nom de Constantine suite à Hellblazer écrit par Mindball et James Tynion IV en juin 2015. Dans le lien entre Constantine l'enfant futur, l'histoire racontait comment John Constantine 5 ans plus tard, dans un futur possible de l'univers New 52, il obtint en quelque sorte l'artefact occulte ultime, le casque du destin, et parvient à tromper et à tuer l'ancien magicien Nabu avec l'aide d'un vieil Ifrit. L'origine de Constantine dans l'univers New 52 fut apparemment retrouvée dans la série Secret Origins. Dans l'histoire, un groupe d'enfants de Liverpool parvint à mettre la main sur un livre occulte et l'utilisa pour invoquer une créature magique appelée Legend Breaker, et révélant la véritable origine de Constantine. Au lieu de cela, la créature raconta 3 histoires contradictoires, une mettant en scène la mère de John morte en couche, le laissant à son père violent, un autre ayant John Constantine né dans une famille aimante avec des parents fiers et aimants, le dernier avec un enfant né dans une famille banale, mais sa sœur aînée était folle et probablement possédée par une force obscure, conduisant tous à la mort de toute sa famille et ouvrant la voie à John Constantine dans le monde de la magie, jusqu'à l'incident fatidique de Newcastle, bien que les actions et les conséquences étaient différentes. La créature essaya de réclamer les âmes des jeunes mystiques, mais le vrai John Constantine se présenta et la chassa, disant aux enfants de rentrer à la maison et d'oublier ce qu'il venait de se passer. John Constantine jouera dans le titre DCU dans Constantine the Hellblazer, écrivant par Mike Doll et James Tynion IV. Le titre présentant John dans une nouvelle tenue et une nouvelle coiffure, dans ses propres aventures, sans rapport avec les affaires de super-héros. Constantine utilisait la magie pour tromper un caissier dans un magasin de vêtements et se procura un nouveau costume. Il vola à la tire un passager, utilisa l'argent pour acheter un repas dans un petit restaurant et fit la connaissance de son propriétaire Oliver, un père célibataire de 2 filles. Alors que John était occupé à discuter et à flirter avec Oliver, un vieil ami, le démon Bliff, éloigna John et le convainc de les aider à résoudre leurs problèmes dans leur dernier lieu d'affaires, une ferme d'âmes. Ils voulurent que John élimine leur partenaire commercial, ce que John compléta, demandant également à Bliff de se renvoyer en enfer. Soudain, John vit tout son entourage fantôme et le fantôme de Gary Lester, qui avait essayé de l'avertir depuis le début, lui dire que l'esprit de Frank North
avait complètement disparu et que quelque chose était après les fantômes de John. John essaya de mettre en place un stratagème pour attirer et piéger l'entité qui était après ces fantômes, en augmentant un certain nombre de fantômes à partir de 6 tentés. Le plan échoua et le fantôme de Gary Lester fut également pris par l'être. Après quelques flashbacks et une rencontre avec une vieille connaissance nommée Georgie, John commença à découvrir la véritable identité de l'entité de chasse aux fantômes, en tant que son ancienne amante, Veronica. Après avoir libéré l'âme de Veronica, Constantine commença à remarquer le nombre croissant d'activités surnaturelles à New York. Faisant partie du groupe projet de Néron, John parvint à convaincre Néron de penser que les âmes, qu'il prétendait être sans valeur, et quitta New York pour de bon. Dans The Hellblazer Rebirth, John retourna à Londres pour supprimer la malédiction qui lui était infligée, présentée à l'origine dans Constantine III, qui le rendait physiquement malade chaque fois qu'il met le pied sur le sol londonien, et reprit ses aventures dans la nouvelle initiative DC Rebirth The Hellblazer. La série restaura de nombreux aspects traditionnels de la course Hellblazer originale, tout en restant fermement dans le plus grand univers DC, restaurant sa trame de fond originale et mettant en vedette d'anciens alliés tels que Chase, Mercury et Swamp Thing. Dans le passé, les djinns avaient essayé de cacher le secret de leur existence aux humains. Un djinn, nommé Marid, avait même été arrêté par son frère lorsqu'il avait tenté d'empêcher l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, qui avait déclenché la Première Guerre mondiale. Dans le sud de Londres de votre temps, John Constantine séjournait dans la maison de Chase lorsqu'il était contacté par Swamp Thing. Abigail Arcane, l'avatar de la pourriture et l'amante de Swamp Thing, avait disparu. John fit appel à l'aide à Mercury, qui fut impatient d'aider The Swamp Thing malgré le fait qu'il n'aimait pas John. Pendant ce temps, à Paris, Marid refit surface et attaqua son frère. John dit à Chase sur quel cheval parier et demanda au chauffeur de taxi de le conduire au Tate Club. Clarisse Sackville lui proposa alors un marché avec quelqu'un, mais John refusa catégoriquement. Ce quelqu'un s'avérait être Marid, qui travaillait avec Clarisse, et Constantine semblait être un obstacle. John fut dès lors traqué par 2 djinns mais parvint à s'échapper dans le métro de Londres. Il rencontra Mape qui se comporta bizarrement et avertit John d'un danger imminent en ville. Clarisse voulant en fait que John empêche le djinn de trouver le Swamp Thing. John rentra chez lui seulement pour trouver Chase ligoté et bâillonné par un gang de suprémacistes blancs qui parvinrent à déduire que le pari gagnant de Chase était dû à John et forcément l'escroc à leur dire comment gagner des paris. Pendant que John faisait de la magie, Marie et ses djinns arrivèrent et tuèrent le gang. Mercury et Swamp Thing voyagèrent dans la pourriture pour trouver Abigail Arcane. Mercury sauta dans un trou de verre tandis que Swamp Thing resta derrière et combattit les forces de la pourriture, mais Mercury revint et sauva contre toute attente le Swamp Thing. Lorsqu'on lui demanda ce qu'elle avait trouvé, Constantine arriva et répondit « Djinn ». À un moment donné, Constantine fut entré dans une chronologie ou un univers différent, similaire à l'univers de Rebirth. Une guerre magique provoquée par Timothy Hunter avait fait éruption dans cet univers. Constantine avait pu arrêter la guerre, mais ce faisant, son ami Chase Chandler avait été tué, rencontrant une version plus jeune de Tim Hunter. Après le départ de Hunter, Constantine rencontra une autre version plus ancienne de lui qui l'envoya dans l'univers de Sandman, qui apparemment était l'univers original de John, l'univers dans lequel le volume original d'Hellblazer avait eu lieu. Une fois dans ce nouvel univers, John découvrit que Chandler était en train de mourir d'un cancer du poumon
causé par le fait de passer autant de temps avec John qui fumait presque toujours. Et après l'avoir visité, John rencontra le chef de la mafia, appelé Kim-Haig. Les hommes de main de Kim-Haig avaient essayé de vendre de la drogue dans un parc voisin, mais ils furent tués parce qu'ils pensaient être des anges. Kim-Haig embaucha alors Constantine, qu'il savait être un magicien, pour s'occuper de ces anges, afin qu'ils puissent continuer à vendre de la drogue. John accepta et découvrit qu'il ne s'agissait pas vraiment d'anges mais d'êtres magiques, créés par un sans-abri obsédé par William Blake. Constantine trompa l'homme pour qu'il se tue, détruisant ainsi les anges. John rencontra alors un autre sorcier qui lui dit que les anges dans le parc n'étaient qu'un des nombreux événements magiques qui s'étaient produits depuis le retour de John. À leur insu, ces événements avaient été causés par l'autre John qui envoyait Constantine dans cette réalité. Avant la publication de V pour Vendetta ou Watchmen, Alan Moore se voit confier une série aux ventes décevantes, Swamp Thing. Outre l'exploit de faire celui-ci un succès critique et public, l'Anglais va créer, sans avoir conscience, l'un des personnages les plus importants de toute l'histoire du comics, John Constantine. John Constantine a apparu pour la première fois en 1985, en tant que personnage récurrent dans la série d'horreur The Saga of Swamp Thing, dans laquelle il a agi en tant que conseiller surnaturel du personnage principal. Alan Moore avait créé le personnage après que les artistes Steve Bissett et John Totleben, fans de The Police, aient exprimé le désir de dessiner un personnage qui ressemblait à Sting. Ils avaient déjà dessiné au moins un personnage à l'image de Sting, une figure d'arrière-plan brièvement aperçue portant un t-shirt à rayures noirs et rouges dans Swamp Thing 25, qui a ensuite été déclaré rétroactivement comme étant John Constantine. Interrogé en 1985 sur les similitudes entre John Constantine et le personnage Baron Winter, Moore a révélé qu'il était un grand fan de Wolfman et Night Force, mais qu'aucune intention de déchirer le Baron Winters existait. Constantine et Winters s'étant rencontrés lors de la course de Moore sur Swamp Thing et à nouveau dans The Book of the Magic de Neil Gaiman. Avant le lancement de la ligne Vertigo, Constantine apparut dans plusieurs titres de DC Universe, mais pendant de nombreuses années par la suite, la politique éditoriale avait interdit d'utiliser Constantine en dehors de la ligne Vertigo. Mais la politique s'inversa en 2011, lorsqu'une version de Constantine apparut dans la série croisée DC Universe Brit-Test Day, une série dérivée de Brit-Test Day Aftermath, la recherche de Swamp Thing. En 2011, Peter Milligan l'ajouta à la liste inaugurale des clés de la série The New 52, Justice League Dark. Milligan commença à écrire Justice League Dark, tout en écrivant également la série Hellblazer de Vertigo, étant un écrivain des deux séries en même temps. Dans une interview, Milligan a déclaré à Newsarama qu'à partir de Justice League Dark 9, Jeff Lemire assuma les tâches d'écriture de la série, remplaçant Milligan, qui a été resté sur le titre Vertigo. Lemire déclara qu'il considérait Justice League Dark comme son concert de rêve chez DC Comics, car Constantine était l'un de ses personnages préférés de tous les temps, non seulement dans les bandes dessinées, mais dans toutes les fictions. Lemire taquina également par le fait que si Constantine, Zatanna et Deadman restaient sur la liste, l'équipe changerait dans son arc d'ouverture et se développerait. Hellblazer ayant renforcé la popularité et l'image du genre de fiction policière occulte et ayant façonné dans sa forme moderne. De nombreux exemples modernes du genre tels que Hellboy, Supernatural, Grimm, The Originals of the Dresden Files avaient été influencés par le personnage. Dans l'univers DC et Vertigo, John Constantine apparaîtra auprès de The Sandman de Neil Gaiman ou Swamp Thing. Dans une autre des bandes dessinées de Gaiman, The Books of the Magic, John Constantine apparaît également auprès de Batman, qui le consulte quand il s'agit de magie ou quand tout semble perdu. Un film Constantine est apparu dans le film de 2005,
interprété par Keanu Reeves reprenant certains éléments de l'arc narratif Dangerous Habit de Garth Ennis et d'autres, comme l'inclusion de Papa Midnight, du livre de Push Original Sins. Le film a cependant changé plusieurs aspects de la matérielle source, y compris un certain nombre de changements cosmétiques apportés au personnage principal. D'autres différences par rapport à la bande dessinée ont été apportées, par exemple en lui donnant une capacité psychique à voir les métis tels qu'ils sont vraiment, une malédiction qui l'a poussé à tenter de se suicider, ce qui l'a condamné à l'enfer. Il a également reçu la capacité de rendre visibles les êtres invisibles à proximité en utilisant l'incantation « Dans la lumière je te commande » et 2 glyphes magiques sur ses bras à combiner qu'il utilise pour dévoiler l'archange Gabriel directement après avoir attaqué son ami Chase. Contrairement à la version comique, les outils d'exorcisme de Constantine sont généralement basés sur des reliques chrétiennes plutôt que sur des objets surnaturels génériques. La romanisation s'est étendue sur cela en expliquant que, comme Constantine vient d'une culture chrétienne, il a une plus grande compréhension naturelle du pouvoir des reliques chrétiennes qui lui permet de les utiliser plus facilement. Les exorcismes de Constantine sont motivés par le désir de se racheter de son suicide passé, mais ils sont constamment voués à l'échec car tout ce qu'il a fait a fondamentalement été pour son propre bénéfice plutôt que pour l'amélioration désintéressée des autres. La résolution de l'intrigue du cancer du poumon dans le film a également été modifiée, avec Lucifer sauvant Constantine, acheté pour lui donner une seconde chance d'échouer, après que Constantine ait volontairement sacrifié une chance de sauver sa propre vie pour demander à Satan d'envoyer l'innocente Isabelle Dodson au paradis. Lucifer a également retiré les tumeurs de Constantine. La version cinématographique deviendra plus tard un morceau de canon de DC en novembre 2019. Constantine apparaît dans le film d'animation Justice League Dark, dans le film Constantine City of Demons, préquel de Justice League Dark, dans le film d'animation Justice League Dark Apocalypse War, et apparaîtra dans un court-métrage d'animation DC Showcase, sorti au printemps 2022, intitulé Constantine The House of the Mystery. En animé, Constantine apparaît dans Justice League Action, mais aussi dans une série télévisée en direct appelée, interprétée par l'acteur gallois Matt Ryan, qui sera finalement annulée. Suite à cela, un épisode croisé avec la série télévisée Arrow aurait été diffusé, Matt Ryan reprenant son rôle de John Constantine dans l'épisode Haunted en tant qu'invité star. Matt Ryan reprit néanmoins son rôle dans la 3e saison de Legend of Tomorrow à titre récurrent. En web-série, The CW avait annoncé une série animée intitulée Constantine City of the Demons. La série débuta le 24 mars 2018 avec Matt Ryan exprimant à nouveau le rôle et fera une apparition avec Lucifer Stark. Bien qu'il ne soit pas vu dans les bandes dessinées de Justice League Unlimited, il avait été mentionné et a été présenté dans la bande dessinée numérique Smallville de la saison 11, basée sur la série télévisée. Constantine apparaît dans le drame audio audible 2020 de Sandman de Neil Gaiman, apparaissant dans l'épisode 3, Dream a Little Dream of Me, exprimé par Taron Egerton. Dans l'histoire, Dream se montre à Constantine afin d'obtenir son aide pour trouver l'un de ses artefacts manquants, après avoir été libéré de son emprisonnement de plusieurs décennies. Et c'est ici que l'histoire se termine. Je t'invite donc à poursuivre ton chemin, petit cornu. Si tu cherches un blazer infernal, ces murs n'en revêtent pas ses couleurs. Sur cette réflexion et cet ego que tu sembles afficher le visage rempli de malice, je t'invite à te retirer avant que je ne m'en charge moi-même. Le récit étant achevé, tu connais déjà la voie de ton retour. Néanmoins, malgré cela, cette bibliothèque te sera encore accessible si toutefois tu y sois voué à y revenir un jour. Dans la retranscription des œuvres de l'esprit, une oreille sera toujours la bienvenue pour le conteur que je suis.